Salut YouTube, dites bonjour à YouTube, n'hésitez pas. Donc on part d'abord sur quelques notions financières et ensuite on parlera de GameStop. Donc je disais que le marché primaire, c'est le marché du neuf, c'est-à-dire là où on émet les premières actions, et le marché secondaire, c'est ça qu'on appelle la bourse. C'est là où on s'échange les actions, on peut acheter, revendre, etc. Il y a des cours qui se fixent. Salut Vivek et coucou YouTube, bien sûr. Alors évidemment, la base, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le marché au comptant. Ça, c'est tout le monde comprend très bien. C'est comme quand vous allez à l'épicerie, vous achetez, l'épicier il vous vend, il y a simultanéité entre le moment de l'achat et le moment de la vente. Ça, c'est très simple. Logique, vous donnez 10 euros, paf, vous recevez votre boîte de haricots, enfin, je sais pas ce que vous achetez chez l'épicier, vous faites ce que vous voulez, mais l'idée, c'est ça. Et puis ensuite, il y a des trucs plus compliqués. Oh là, j'ai cliqué en pensant que ça allait changer quelque chose, mais malheureusement, ça n'a rien fait. Je le refais. Paf. Il y a aussi les marchés à terme. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a non plus simultanéité, c'est pas le même moment. Il y a dissociation entre la transaction et la livraison et le paiement. Ça, c'est un grand classique. S'il y a des agriculteurs parmi nous, vous vendez vos récoltes que vous n'avez pas encore faites. Ah voilà, pour le coup, avec un prix défini. Ça, c'est un marché à terme. D'accord? Je vends aujourd'hui un titre à 20 euros, mais si je te dis que je te le livre dans 3 mois et que tu me payes dans 3 mois, bah ça, c'est un marché à terme. D'accord? On se fixe un prix aujourd'hui, mais par contre, le moment de la transaction, ce sera plus tard. Bonjour aux clients de YouTube, F-word à YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour le marché à terme, c'est la logique de base. Vous comprenez la différence entre comptant au même moment et puis à terme, bah plus tard. Merci pour le follow de Miquez. Maintenant, la vente ou l'achat à découvert, ça c'est plus compliqué. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et tout le sel est là. Je vends une action que je n'ai pas encore. Pas mal ça, non? En spéculant sur sa baisse, par exemple. Alors un exemple très simple. Ce qu'on appelle des marchés de gré à gré. Salut Strapontin, comment ça va? Un marché de gré à gré, c'est un marché en fait, donc de gré à gré, d'accord? Une personne et une autre. On appelle ça aussi en anglais over the counter, par-dessus le comptoir. Ça veut dire que c'est en dehors des marchés organisés. Les marchés boursiers sont réglementés, etc. Ça se fait dans des petites officines cachées. Très compliqué à réglementer par ailleurs, ça, parce que par nature, ça n'est pas réglementé. Donc par exemple, je dis sur un marché de gré à gré, moi je suis vendeur, je dis, ah voilà, je te vends un titre. On va dire, alors maintenant, plus vu qu'il y a Ricus qui est là, je vais l'énerver un peu. Imaginons que EDF soit complètement privatisé, c'est en train d'être le cas, c'est en cours. Eh ben, je te vends une action EDF à 20 euros. Mais par contre, tu me payes dans 3 mois, les 20 euros, et moi je te la vends dans 3 mois à 20 euros. Donc on s'est mis d'accord sur le prix. Ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je l'ai pas encore ce titre d'EDF, parce que je suis un petit malin. Donc en gros, je dis, bah attends, bouge pas, je t'ai promis que je te le filais dans 3 mois. 3 mois plus tard, le titre, il vaut plus 20 euros, mais il est coté 15 euros. J'ai spéculé sur sa baisse, j'ai parié sur la baisse. Et ben ce que je fais, c'est que j'achète le titre EDF à 15 euros, et vous vous rappelez que j'avais déjà décidé que je le vendais à 20 euros à mon petit copain. Je lui vends 20 euros, et je gagne la différence entre l'achat et la vente. 5 euros. Ça, c'est ce qu'on appelle de la spéculation à la baisse, et c'est ce qu'on appelle de la vente à découvert. J'ai vendu au moment X quelque chose que je n'avais pas encore. Vous voyez un peu le truc? Donc là, ça c'est l'idée de base. Bon, en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la vraie vie, ça peut exister, mais en général ça se passe plutôt comme ça. Donc, je vends aujourd'hui un titre à 20 euros que je ne possède pas. Ok? Alors comment faire? Bah en fait je passe par un courtier. Concrètement, bah, j'emprunte au courtier l'action que j'ai pas encore. Le courtier me dit, bah ok, par contre, bah, tu me payes une petite commission, je te la prête, quoi. Et donc du coup, moi je paye une commission, c'est en général un taux d'intérêt, peu importe. On s'en fiche de ça, il faut comprendre l'idée. Et donc du coup, ça permet que le courtier mette sur le marché le titre que je n'ai pas. Donc il est effectivement vendu à 20 euros. Ok? Je parie qu'il diminuera à 15, même logique. Donc 3 mois plus tard, je le rachète à 15 euros, parce que si j'ai gagné, c'est ce qui s'est passé. Spéculation réussie. Du coup, je dois toujours rendre le titre à mon courtier, puisque je l'ai emprunté. Salut maître en cantinier. Je le rends au courtier. Et je paye la commission, on va dire, imagine c'est 2 euros. Bah, j'ai toujours un gain, et de 3 euros. Donc tu dis, ça sert à quoi celui qui l'achète? Bah, celui qui l'achète, en fait, tu as toujours sur un marché des gens qui prennent des positions différentes. Certains vont parier à la baisse, d'autres vont parier à la hausse. Celui qui parie que, tu vois, il va y avoir une hausse, et bah concrètement, il l'achète. S'il achète un titre à 20 euros,
que plus tard il y a une hausse, il pourra le revendre directement à 25 euros. Il aura fait un gain. Dans la spéculation, tu as toujours un gagnant et un perdant. Quelque part, c'est un peu comme dans la vie. Il y a des gagnants et des perdants, n'est-ce pas, des premiers de cordée. Mais voilà l'exemple le plus basique pour comprendre ce que c'est la vente à découvert. Je m'arrête là déjà. Est-ce que vous avez compris déjà cette logique-là? Est-ce que j'ai été suffisamment clair dans ma démonstration? Sinon, je reprends. Vous me dites. En fait, c'est de la spéculation. Et les spécialistes de ça, c'est ce qu'on appelle, alors notamment, pas que, mais des hedge funds. Les hedge funds, H-E-D-G-E, c'est des fonds spéculatifs dont le boulot, c'est ça. C'est-à-dire, ils achètent, ils vendent à découvert, ils prennent des positions très risquées, mais tu dis pas réglementé, est-ce légal? Oui, tout ça, c'est un peu... Alors après, bon, pour le coup, je suis pas juriste, donc sur les éléments de réglementation, etc., je suis incapable de te dire exactement si y a des éléments qui sont légaux, pas tellement légaux, etc. Si je te donnais une réponse, je te raconterais sûrement une connerie, donc je préfère ne pas la donner. C'est plus simple. J'ai eu que la femme et j'ai déjà compris ça, ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec GameStop? Justement, là, on donne les éléments généraux, ça me permettra de l'appliquer après, parce que, évidemment, là, vous voyez que le type là qui spécule, il est très content. Mais encore faut-il que, que ça diminue effectivement. Vous comprenez tout de suite que si ça augmente, vous l'avez dans l'os. C'est ce qui s'est passé pour nos petits hedge funds là. Alors, je continue. Ça, il y a d'autres petites notions à avoir pour comprendre l'ensemble du spectre. Sur les marchés financiers, on ne s'échange pas seulement des actions, des obligations, on peut aussi s'échanger ce qu'on appelle des produits dérivés. Pas compris ce que c'est un hedge fund? Un hedge fund, c'est très simple, c'est simplement un fonds spéculatif. Ok? C'est tout simplement ça. Si tu retiens ça, c'est évidemment toujours un peu plus compliqué que ça, mais si tu retiens qu'un hedge fund, c'est un fonds spéculatif, tu as compris l'essentiel. Alors un produit dérivé, là, il faut s'accrocher un tout petit peu, mais c'est pas compliqué quand on a compris juste après. Alors c'est un produit sur les marchés financiers dont la valeur est, comme son nom l'indique, dérivée de la valeur d'autre chose. Alors, ne bougez pas, ça va s'éclairer. Cette autre chose, on l'appelle le sous-jacent. Ça sonne bien, c'est joli. Alors, ça peut être plein de choses, un sous-jacent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un taux d'intérêt. Merci, Rexa. Ça peut être l'évolution du prix des matières premières. D'accord? Ça peut être l'évolution des taux de change. Ça peut être tout un tas de trucs. Donc, du coup, un exemple de produit dérivé, c'est par exemple un contrat d'assurance. D'accord? Dont la valeur dépend, je sais pas moi, de l'évolution du marché de l'éolien, par exemple, tu vois. Ou alors de l'évolution de, je sais pas moi, le prix des matières premières pour faire le photovoltaïque. En fait, c'est aussi des instruments spéculatifs. D'accord? Et alors, vous allez le comprendre avec l'exemple des subprimes, parce que ça, vous connaissez sûrement le nom, mais ça éclaire très bien ça. La titrisation, ça, c'est pas non plus compliqué à comprendre, tout est dans le titre. C'est l'art de transformer un crédit en titre. Exemple très simple. La banque fait un crédit à un ménage de 50 000 euros. Ce qui est chiant, c'est que normalement, ce qui se passe, c'est que tu gardes du coup le crédit pendant 30 ans, si c'est un crédit à 30 ans. Mais les banques, ça les fait chier en fait de se dire, voilà, je porte moi-même le risque du crédit pendant 30 ans. Il y a sûrement un moyen de partager ce risque avec d'autres gens qui aimeraient bien avoir du rendement. Je prends ce crédit, j'en fais plein de petits morceaux, je le découpe comme ça, je découpe des morceaux d'autres crédits, plus ou moins risqués, j'en fais des tranches, et puis je les mets dans un sandwich comme ça, et puis ensuite je dis voilà un produit financier. Évidemment, vous comprenez bien que c'est un produit dérivé, puisqu'il est dérivé des crédits. Et donc du coup, on donne ça, on vend ça à des gens qui ont envie d'investir, évidemment c'est risqué. Parce que plus le crédit sera risqué, plus le titre qui est dérivé du crédit sera risqué, c'est logique. Si, alors exemple simple, vous me prêtez 100 000 euros, imaginez que je gagne 0 et que j'ai déjà 30 000 euros de dette, vous vous dites, la probabilité que je rembourse tout ça correctement, imaginez qu'en plus j'ai pas de boulot, que j'ai pas d'actifs, j'ai pas de maison, j'ai pas de patrimoine, j'ai rien, vous dites bien que c'est un peu risqué de me prêter 100 000 balles. Et du coup ça, pouf, je vous le découpez et vous le revendez comme titre à des gens qui sont prêts à prendre les risques. Parce que ça peut rapporter beaucoup, mais ça peut aussi coûter très cher si jamais je rembourse pas. C'est tout le problème. Et alors les subprimes, justement, c'était ça. C'était des crédits qu'on faisait à des ménages américains qui souvent n'avaient pas d'argent. On les appelait parfois les ninjas. Les ninjas. N-I-N-J-A pour no income, c'est-à-dire pas de revenus.
no job, pas de boulot, et no asset, ils n'avaient pas de patrimoine, ils n'avaient rien. Mais sauf que du coup, les crédits, ils étaient liés eux-mêmes à l'évolution du marché immobilier américain. Ça veut dire en gros, bah, puisque ta maison prend de la valeur en permanence, bah, je te prête 300 000 balles pour que tu achètes une maison. De toute façon, on s'en fout, dans 5 ans, elle vaudra 500 000 balles. Donc au pire, tu peux pas rembourser, tu revends ta baraque, tu me rembourses, et puis bah, t'en rachètes une autre, quoi, tu te débrouilles. Vous voyez un peu le truc, là? Et donc tous ces petits morceaux de crédit, ils étaient transformés en titres. Ça, c'est ce qu'on appelle des produits dérivés. Et alors là, le sous-jacent, bah, c'est les taux d'intérêt qui sont payés par les ménages. Donc concrètement, il y avait dans l'économie en 2008 tout un paquet de produits dérivés, d'accord, et qu'on disait même structurés, parce qu'on peut faire des dérivés de dérivés, et là on devient complètement marteau. Mais l'idée, c'est ça. Et tout ça, ça se dissémine dans l'économie. Et le jour où ça se casse la figure, ça, c'est ce qui s'est passé, le marché immobilier américain s'est cassé la figure, et bah du coup, ça a fait une crise financière mondiale. Ça pique. Donc forcément, l'idée de se dire, est-ce que les marchés financiers, il faut qu'ils continuent à fonctionner comme ça? Bon, retenez juste l'idée des produits dérivés. Pour cette raison-là, les options, c'est un produit dérivé. D'accord? Alors attendez, je vais vous agrandir un petit peu ça. C'est un produit qu'on dérive, cette fois, d'un truc très simple qui est la valeur de l'action. Alors comment ça marche une option? C'est ça qui n'est pas évident à expliquer, mais en gros, c'est simplement, tu as soit une option d'achat, soit une option de vente. C'est-à-dire que tu passes un contrat, par exemple avec une banque, où tu dis, en l'échange d'une prime, donc tu payes directement, on va dire 10 € pour ce contrat, et ben ce contrat, il te donne le droit, mais pas l'obligation, c'est ça la différence avec l'achat direct, d'acheter un titre à un prix que tu définis. Exemple, et ben on va reprendre EDF, j'achète un contrat qui me dit que dans les 3 prochains mois, je peux acheter, si je le désire, une action EDF au prix de 100 €. D'accord? Donc la banque, bah, elle me vend ce contrat. Du coup, bah, elle vend directement ce droit. Donc elle se rémunère comme ça. Je lui paye une prime. Et puis si jamais il s'avère que bah, l'action, je trouve qu'elle 3 mois plus tard, elle ne vaut plus 100, mais elle vaut 110, eh ben, j'utilise mon droit d'achat. J'utilise ce qu'on appelle le call. Et donc j'achète mon action à 100. D'accord? Je paye la prime et puis ensuite je peux la revendre 110 par exemple. Ça, c'est une autre manière aussi de ne pas acheter directement l'action, de se prémunir contre le risque. Ce tableau est assez clair, je trouve, pour comprendre au moins la partie gauche, celle de droite, c'est la même logique mais avec la vente. L'acheteur d'une action dispose d'un droit d'achat ou d'un droit de vente, d'accord? Ça veut dire qu'au lieu d'acheter directement, on achète le droit d'acheter. C'est un peu comme l'envie d'avoir envie. Là, c'est le droit d'acheter, quoi. Sauf que celui qui te vend l'option, bah lui, si jamais, au bout de 3 mois, tu lui dis, bon, bah effectivement, je veux l'action, bah il est obligé de te la vendre, il n'a pas le choix. C'est logique, ça aussi. Sinon, t'aurais l'air un peu con avec ton contrat qui te dit, t'as le droit de l'acheter. Si le mec d'en face, il te dit, bah finalement, je veux pas te la vendre, ça marche pas. Pas ça la logique. Donc, dans tous les cas, celui qui te vend l'option, le contrat, il reçoit la prime. C'est ici. C'est comme ça que se rémunère la banque qui te vend le contrat, par exemple. Ce que t'achètes ou que t'achètes pas, ça, lui, celui qui te vend l'option, il s'en fout. Dans tous les cas, il est obligé de te vendre l'action. Ça aura son importance pour l'histoire de GameStop, là. Parce qu'il y a évidemment des histoires d'options. C'est comme ça qu'ils ont boursicoté avec cette histoire. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. C'est un peu ça l'idée de base. Donc il y a évidemment beaucoup de notions, mais c'est plus pour, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, c'est quand même de se mettre un petit peu les idées claires là-dessus. Donc celui qui achète une option, je répète, mais c'est comme ça qu'on fait de la pédagogie, c'est en se répétant, je pense. S'il décide d'exercer l'option, eh ben le vendeur, il doit lui vendre au prix fixé. J'ai mis une option pour l'acheter à 100, et ben du coup, le vendeur doit lui vendre au prix de 100. C'est comme ça. Même si l'action, maintenant, elle en vaut 150, tant pis, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui vend l'option, eh ben il a l'obligation de fournir l'action. C'est ce fameux sous-jacent là. Et il récolte la prime, c'est ça l'idée. Donc le coût de l'option, bah ça dépend. En fait, ça dépend du contrat que tu passes avec ta banque. Et ça dépend, enfin, alors il y a un calcul mathématique très complexe sur le lien entre la valeur de l'option et la valeur de l'action, d'accord? On va pas rentrer dans le détail, mais en gros, la valeur de l'option, elle tourne autour de la valeur de l'action. Mais peu importe. En général, si tu veux, c'est un contrat qui est passé entre toi et celui qui va te vendre l'option. Ok?
C'est comme une AMAP, alors je sais pas si on peut dire ça, parce que dans une AMAP, t'es obligé d'acheter la bouffe, non? Je suis pas sûr. Mais voilà pour ça. Ça, c'est pour les grandes idées. Donc si vous avez compris au moins ces deux trucs-là, c'est-à-dire vente à découvert, vous avez compris cette logique-là, je la remets. Si vous avez compris ça, vente à découvert, et si vous avez compris les options, vous avez compris en fait l'essentiel de ce qui s'est passé avec GameStop. Ok? C'est ça l'idée. Alors attendez, est-ce que je reçois un SMS important? Bougez pas. Oh là là là. Il peut se passer quelque chose d'énorme la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus. Mais attendez-vous à des bouleversements. Ça va être marrant. Alors, donc option, vente à découvert, si vous avez compris ça. It's okay. Voilà, la formule, ça s'appelle Black-Scholes, mais on va pas rentrer dans cette formule-là parce que je serais parfaitement incapable de l'expliquer de manière simple et même de l'expliquer tout court, je pense. Mais l'idée est celle-là. Et donc oui, l'option, en fait, tu dis, évidemment, c'est pas pour toute la vie, sinon c'est trop facile. Tu dis, dans les 3 mois, par exemple, et ben du coup, je pose l'option de pouvoir acheter une obligation, ou pardon, une action, au prix de 100, ou 150, ou 200, peu importe le prix qui est fixé. Donc je te paye pour ce droit une certaine somme, et puis on se retrouve plus tard, et puis en fonction de l'évolution du cours, eh ben je verrai ce que je fais. Alors le cas GameStop, eh ben on retrouve des ingrédients de tout ça. On retrouve des éléments de vente à découvert, tourne mal, ça tourne mal. On retrouve, pardonnez-moi, des éléments d'options, d'achat d'options, et tout ça, ça fait la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc les 3 acteurs principaux, c'est ceux-là. L'entreprise, le groupe, GameStop. GameStop, c'est ceux qui détiennent Micromania en France aussi, hein, je vous rappelle. Deuxièmement, le fonds spéculatif, qui s'est amusé. Et puis le groupe sur Reddit, là. Alors évidemment, la difficulté, c'est que on sait pas très bien qui c'est ce groupe. Personne sait très bien qui c'est qui est là-dedans. Donc voilà l'idée. Les options, tu peux toi-même les revendre ensuite. Bah oui, c'est ça en fait le bazar. Mais bon, ça c'est un niveau de complexité supplémentaire. Oui, tu peux revendre ces produits-là ensuite. Mais là, vous commencez à vous dire, mais c'est le bordel les marchés financiers. Oui, oui, c'est le gros bordel. Et vous avez un peu tout compris. Alors non, c'est pas du tout Nous the People, Roger Soleil, c'est pas du tout ce qui s'est passé justement. C'est ça qui est intéressant. La narration qu'essaie de mettre en avant les gars sur Reddit, c'est ça, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé, vous allez comprendre pourquoi. On commence par l'entreprise, ça c'est le plus simple. Normalement, quand on fait de l'analyse financière basique, au début on apprend ce que c'est la valeur fondamentale. Évidemment, ça n'existe jamais, il n'y a pas d'essence de la valeur, c'est toujours des conventions. Si moi j'estime que ça vaut plus ou l'autre estime que ça vaut moins, mais on regarde ce qu'on appelle les fondamentaux de l'entreprise. Bon, les fondamentaux pour GameStop, c'est pas la fête. La vente de jeux physiques, si vous voulez, c'est pas vraiment une industrie en train de remonter. C'est pas totalement vrai, il y a des niches pour des jeux qui sortent rarement en physique, et c'est un peu comme le vinyle, vous voyez, c'est peut-être en train de devenir un marché de niche, personne ne le sait encore, mais l'idée c'est que les paris sont plutôt sur le fait que GameStop, ce sera pas la grosse fête dans les années à venir, quoi. Bon, son action en mars 2020 reflète un peu ça, ça vaut plus que 2,57 $. 2,57$, c'est le cours de GameStop, c'est pas ouf, quoi. Donc, forcément, là, il y a moyen d'acheter. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as le hedge fund, le fonds spéculatif, qui s'appelle Melvin Capital, et qui, lui, a parié sur la baisse continue de GameStop. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, si vous avez bien suivi? Ils ont fait une vente à découvert. Ils ne possédaient pas l'action GameStop, mais ils ont fait ce qu'on a dit tout à l'heure, la même logique. Ils ont vendu à un prix qui était de 2,57 $, en espérant que ça continue à baisser, et donc derrière racheter l'action qui est moins chère et la revendre au même moment au prix. Vous voyez un peu le truc? Alors évidemment, en fait, c'est pas sur des différences de centaines d'euros que ça se passe. C'est sur des différences de quelques centimes, voire quelques dizaines de centimes, mais multipliés par par un montant énorme d'actions, quoi. C'est ça ce que font les hedge funds. Ils prennent beaucoup de risques, notamment en pariant à la baisse. Donc si jamais le cours continuait de chuter comme c'était censé être le cas, c'était ça la logique. Imaginez, ça passe de 2,57 $ à 1 $, jackpot. Vous rachetez à 1 $, vous revendez comme convenu initialement à 2,57 $. Super. Et si jamais ça marche pas, ça pique. Parce que dans tous les cas, vous êtes censé revendre à 2,57 $, c'est ce qui était prévu initialement. Sauf que maintenant, vous arrivez
je sais pas, le 15 janvier, le 15 janvier 2021, bah vous vous rendez compte que non seulement l'action GameStop, elle ne vaut pas 2,57 $, mais elle en vaut 332. Ça, c'était il y a quelques heures. Oups. Donc là, vous devez racheter l'action 332 pour la revendre 2,57 $. Aïe, vous vous rendez bien compte que le hedge fund, il risque pas d'être rentable très longtemps à ce niveau-là. Comment vendre sans posséder d'actions? Bah, c'est toute la logique, en fait, de la vente à découvert. C'est une technique financière. Alors sur Twitter, j'ai pris l'exemple de FIFA. Voilà comment ça se passe. En gros, imagine, je te dis, Issa, je te vends FIFA à 40 €. Bon, évidemment, je l'ai pas FIFA, moi je joue pas à ça. Ce que je fais, c'est que je l'emprunte à un pote, il y a un courtier, et je lui dis, s'il te plaît, t'en as pas besoin pour les 3 prochains mois, file-moi FIFA, je te paye 2 € de commission, et je te le rends dans 3 mois. S'il te plaît, frère, sois sympa. Donc voilà, tu le vends à 40, tu payes les 2 € de commission, d'accord? Ça, c'est le prêt, entre guillemets, du jeu. Et puis 3 mois après, moi j'ai parié sur le fait que bah, FIFA, il en vaudra plus 40, mais il en vaudra 25. Et ben je le rachète à 25. Et je rends FIFA à mon pote, qui est le courtier. Et lui, il a gardé les 2 €. Bah, j'ai fait un gain. Tu vois? J'ai fait un gain d'une dizaine d'euros. Je sais plus combien j'ai dit dans mes chiffres, mais 13 € quoi. C'est ça l'idée. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, la vente à découvert concrètement. Et bah c'est exactement ce que faisait le hedge fund là. Mais alors avec des actions, et c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des histoires de... T'as même pas besoin d'avoir vraiment le jeu si tu veux. Mais peu importe. On va pas rentrer dans ce détail-là. Mais t'as compris un peu l'idée, Issa, de comment on pouvait vendre sans posséder l'action? C'est cette logique-là, la vente à découvert. Et alors du coup, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé ça là. On est passé de ça, 2,57 $, à ça, 332 $. What the fuck? Et ben le fuck, c'est celui-là. T'as eu un subreddit qui s'appelle Wall Street Bets, d'accord? Qui est un ensemble de particuliers, mais en fait, on sait pas vraiment qui y a là-dedans. Il est très possible qu'il y ait des traders chevronnés ou d'anciens, et c'est à peu près certain même ça, que les types qui sachent très bien ce qu'ils font, et en fait ils se sont coordonnés. Alors là, maintenant on n'a pas encore tous les éléments, hein, sur pourquoi est-ce qu'ils ont décidé à ce moment-là de se coordonner là-dessus, d'accord? Alors certains disent que c'est pour envoyer un message politique, etc. Bon, là-dessus, je peux pas vous donner la réponse parce que il faudra l'étudier plus finement, ça. Pour l'instant, je vous donne simplement les mécanismes. Mais il passait majoritairement par une application qui s'appelle Robinhood. Robinhood, c'est l'équivalent d'un courtier en ligne, mais sans commission, ce qui fait que tu peux avoir plein de gens qui font des petits trades, quoi. Qui vont faire des petites ventes, des petits achats, etc. C'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, bah, Robinhood, ils font le lien entre les acheteurs et les vendeurs, c'est ça l'idée. Ils sont courtiers, quoi. C'est l'équivalent d'un courtier, mais c'est une application. Et alors ces types-là, ils ont décidé d'en acheter énormément. Mais en fait, ils n'ont pas acheté directement les actions, en tout cas pas que. Ils ont acheté énormément de ce qu'on a appelé, vous vous rappelez, les options d'achat. D'accord? Voilà ce qui s'est passé. Il y a des centaines de milliers de types, voire plus encore, qui ont acheté des options d'achat. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ça vous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter. Avec, si vous voulez, un cours supérieur, largement supérieur aux 2,57 $. Options d'achat à 10, 20, 30, puis ça montait, ça montait, ça montait. Les vendeurs d'options, notamment les banques, du coup, elles ont vendu ces contrats. Sauf que vous vous rappelez ce qu'on a dit avant, si jamais les milliers, les dizaines de milliers de personnes, là, ils utilisent leur option d'achat, les banques, elles doivent fournir les actions. D'accord? Donc, comme elles ont fait les banques pour se sécuriser, elles ont acheté elles-mêmes massivement des actions. Ça, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il y a encore quelques semaines, elles auraient dit « Non, mais moi, GameStop, j'en veux pas, vous allez me vendre ce truc-là, ça vaut rien. On va faire autre chose. » Pour couvrir leur position liée aux options, elles ont été obligées d'acheter des centaines d'actions GameStop. Et qu'est-ce qui se passe quand tout un tas d'acteurs sur le marché achètent des actions? Ça fait monter le cours. Ça fait monter la valeur de l'action. Et donc, du coup, l'action, elle est montée. Et donc, tous ceux qui ont acheté les options d'achat, ils ont exercé leur option. Et pour certains, ils ont dit, écoute, moi, c'est nickel, hein, j'ai payé mon action de fait 100 balles, elle en vaut maintenant 330, et tu revends. Et t'en as certains qui se sont fait des coronesses en or. C'est ça la folie de la spéculation. T'en as qui sont devenus millionnaires là-dessus. Mais sauf que t'en as qui sont, comme dans toute spéculation, ils ont été un peu trop loin dans le truc. Là, t'as des gens qui sont en train de se ruiner aussi en même temps. Hein. Donc évidemment, pour l'instant, ils montrent l'histoire de quelques-uns qui sont millionnaires, et t'en as d'autres
qui, par exemple, se sont dit « Bah maintenant, moi, je vais parier sur le fait que ça va baisser. » Sauf que bah, ça continue à monter, par exemple, vous voyez? Donc ceux-là se retrouvent ruinés derrière. Parce qu'ils sont obligés, du coup, de racheter pour revendre, mais pas au même cours. Enfin bref, peu importe. L'idée, c'est que bah, les Redditors, de manière générale, même si c'est pas un groupe homogène, ça c'est hyper important, tous n'ont pas gagné, mais tous ceux qui ont parié sur la hausse, bah du coup, eux, étaient dans le vrai pour l'instant. Mais les hedge funds, bah eux, ils ont tout perdu. Ceux qui avaient parié que ça passerait de 2,57$ à 1$ ou à 2$, et bah maintenant, ils doivent racheter, rappelez-vous, à 350$ les actions GameStop. Et là, bah du coup, les courtiers, ils ont dit, bon, bah du coup, c'est pas bon pour moi, ça, tant pis. Bah maintenant, du coup, les hedge funds, ils ont dû demander à d'autres investisseurs l'équivalent de 4 milliards de dollars. Ils ont perdu à peu près 4 milliards de dollars. Melvin Capital a perdu énormément. Et alors maintenant, justement, ce qui s'est passé, c'est là où ça devient où ça devient politique. Robinhood, là, ils ont arrêté les trades sur, les achats et les reventes sur GameStop, en considérant que c'était trop volatile. Il y a des histoires encore plus complexes derrière, et j'avoue que là, pour l'instant, je les maîtrise pas encore, parce que tout n'est pas encore sorti, donc je vais pas vous raconter des histoires sur des choses que je ne connais pas. Ah oui, le Melvin Capital, ils ont perdu 4 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas la première fois de l'histoire que ça arrive, bah non. Au contraire, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, ça. Que la spéculation conduise à de la faillite, ça arrive souvent. Il y a le premier exemple, ça remonte au XVIIe siècle. Mais c'est un exemple typique, quoi. Et ce truc, en fait, comment dire ça, ce qu'on appelle vendre à découvert, ça s'appelle aussi shorter en anglais, d'où le film The Big Short. L'histoire du film, c'est que les types, ils ont compris que le marché, alors l'ensemble allait se péter la gueule, les dérivés, le marché américain, de l'immobilier, etc. Donc ils ont vendu à découvert à un prix qui était évidemment hyper élevé à l'époque. C'était les premiers à avoir compris que ça allait se casser la gueule, c'est ça l'histoire. Et évidemment, quand tout se pète la gueule, bah, ils rachètent à 2 centimes ce qu'ils ont vendu à 500$. Et vu qu'ils en avaient vendu des milliers, et bah, ils sont devenus millionnaires comme ça. C'est ça l'idée. Et donc voilà. Alors attendez, calmez-vous ceux qui disent Redditors de tout pays, unissez-vous. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Hein. Déjà, je suis pas certain que notre objectif collectif ce soit que on puisse gagner un maximum de pognon par la spéculation. Moi, je suis plutôt pour qu'on soit tous capables de produire en fonction des besoins collectifs, qu'on ait tous un revenu décent, etc. Bon, ça c'est mon point de vue perso. Mais attention, c'est pas David contre Goliath ce truc-là. Il y a effectivement quelques individus sur Reddit qui ont gagné plein de pognon. Mais en fait, quand vous regardez qui c'étaient les principaux détenteurs des actions de GameStop, c'était pas vous et moi, hein, les petits copains. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai aucune action par exemple. BlackRock, c'est eux qui détenaient 13% de GameStop. Et d'autres énormes gestionnaires d'actifs, genre Fidelity, Vanguard, etc., ils ont bénéficié d'un énorme effet d'aubaine là-dessus. C'est complètement fou, non? Donc là, évidemment, l'espèce de narratif... Salut Loloun, merci, c'est cool. L'espèce de narratif qui consiste à dire « Ah oui, les petits ont gagné contre les gros », c'est pas vrai. À moins qu'on considère que BlackRock et Vanguard, ce soient des petits qui ont gagné contre le gros Melvin Capital. Je pense qu'on nous prend pour des idiots. Mais ça, c'est parce que la surface financière couverte par BlackRock, elle est immense. Ils ont des pions dans toutes les boîtes, ces types-là. Donc là, effet d'aubaine énorme. T'as même certains autres types de fonds qui, d'un seul coup, quand c'est monté à genre 300, mais ils ont revendu. Vous vous rendez compte, ils avaient des trucs qui étaient cotés à 2,57$. D'un seul coup, pouf, ça prend je sais pas combien de centaines de pourcents. Et pouf, et ben voilà. En avant Guingamp, je revends. Petit gain gratos. Et en fait, BlackRock, si tu veux, il bosse pour des clients. BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs pour d'autres clients. Donc il a gagné non seulement pour lui, parce qu'il aura des commissions énormes, et pour ses clients. S'il revend. Pas sûr que tout le monde est revendu. Mais ce qui est sûr, c'est que, ça c'est à peu près certain, que tu as des initiés qui bossent notamment chez BlackRock, chez Vanguard, etc., qui se sont dit, il y a un truc qui se passe avec ce machin de Reddit là. Alors, on va surfer sur la vague aussi. Et donc eux aussi, ils ont participé à la hausse des cours. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est pas vraiment la victoire des classes laborieuses contre le capital financier, les gars, les filles. Ne vous mettez pas ça dans la tête. Je pense que c'est hyper important à avoir en tête, ça. Alors je sais plus, ça c'était... ça devait être... Qui détient... Ah voilà. Vous voyez, ça c'est les top holders. Ceux qui détiennent les actions GameStop. Alors c'est pas Jean-Michel de Reddit, hein. Fidelity, BlackRock, tu vois, qui possède 11%, Fidelity qui possède 13%, RC Ventures qui possède 12%, vous voyez, c'est pas vous et moi qui avons gagné dans cette histoire. Au jeu sur la finance, on gagne jamais, nous. Vous
Donc, bon, enfin, ça, vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui vais vous donner des conseils financiers. Il y a quelques histoires de gains. Mais, vous voyez, c'est un peu comme au casino, quoi. C'est toujours le croupier qui gagne. Bon, c'est une affaire financière qui est très flashy, ce truc-là, évidemment. Ça parle de jeux vidéo, il y a des Redditors derrière, qui est un peu l'espèce de... Ce subreddit, c'est un peu le 4chan, slash Bloomberg, slash finance. Mais c'est pas une affaire de victoire des petits, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mode opératoire, là. Donc comprendre la vente à découvert, comprendre aussi la logique des options. Si vous avez pigé ça, bah, c'est déjà ma petite victoire. Et puis ça peut avoir des conséquences politiques fortes, ça. Vous voyez, il y a comment ça s'appelle alors oui, c'est exactement ça. C'est le croupier, il gagne pas grand-chose. Je sais pas si le SMIC, d'ailleurs, faudrait que je regarde les conventions collectives dans le casino. C'est peut-être pas énorme, mais faudrait que je regarde s'ils ont des grilles de salaire. Mais peu importe. Ça peut avoir des conséquences politiques fortes. T'as Bernie Sanders qui commence à tweeter là-dessus. T'as aussi Alexandria Ocasio-Cortez, là, au Congrès américain, qui commence à parler de ça. Donc, tu vois, il y a peut-être un moment politique où on remet sur le devant de la scène la question du fonctionnement des marchés financiers et les notions de spéculation, etc., qu'on avait oublié depuis 2008, là. Et donc, évidemment, que ça va poser des questions énormes, ça, derrière. Et ça pose déjà des questions énormes. Mais il y a des régulations qui existent, certes, mais le fonctionnement des marchés financiers pose de gros problèmes et fait courir des risques énormes. Là, en fait, pourquoi pour l'instant c'est un petit phénomène économique? C'est qu'en fait, il n'y a pas tellement d'institutions financières, elles se sont toutes couvertes. Il n'y a pas eu de perte de grosses institutions financières type les grandes banques. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque immense disséminé dans toute l'économie. D'accord, je dis bien pour l'instant, après on n'en sait rien. Mais l'idée à retenir, c'est ça. Que c'est une petite affaire financière en termes de montant. On parle de quelques dizaines de milliards. Hein. C'est pas non plus, par rapport à l'ensemble des valorisations de l'économie, c'est pas énorme. Mais, pour le coup, ça dit quelque chose du fonctionnement des marchés. Et ben de rien pour l'explication, mon cher Bad Pif. J'espère que c'était à peu près clair. Que vous avez appris 2-3 trucs. Si c'est oui, c'est cool. Les hedge funds dénoncent le marché libre maintenant et demandent la régulation. Bah oui, c'est complètement ça. Ça, c'est hallucinant. Là, pour le coup, évidemment, on va quand même s'abreuver des larmes des hedge funds. Tous ces trucs-là, il faut les fermer, tout ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, ça conduit à des catastrophes. Spéculation est le nom du jeu de la carte poker actuelle. Ah, super. Et ma définition de la spéculation, c'est l'idée, sans qu'il y ait de connexion avec les fondamentaux, d'être capable de faire des gains à partir seulement d'une vision de ce que sera le marché dans le futur. C'est ça, je pense, la meilleure définition de la spéculation. Alors, si vous voulez, on pourra lire un tout petit extrait de la théorie générale de Keynes, c'est toujours bien d'avoir ça, où justement, il explique très bien ça. Ces notions de spéculation, l'impact de la finance, parce que si vous voulez, Keynes, il avait vécu, oui, la crise de 29. Donc forcément, il connaît ça par cœur, à son époque. Et ce qu'il en dit est extrêmement intéressant. Donc je pense que ce sera très sympa qu'on regarde ça ensemble. Ok, bon voilà, je pense que déjà en une demi-heure, je pense qu'on a dit l'essentiel. Et j'espère que c'était clair. Acheter pour revendre plus cher, par exemple, ou alors vendre pour racheter moins cher plus tard. Ça, c'est la vente à découvert. Et vraie question, il se passe quoi si Melvin Capital peut plus payer? Eh ben, au revoir Melvin Capital. Tu dis à tes salariés de prendre ses cartons et d'aller ailleurs. Alors, sauf que, rassurez-vous, les gens qui bossent dans ce genre de fonds, ils finissent rarement à Pôle emploi. Hein. Ils vont dans des gros fonds à côté, ils vont chez Vanguard, chez BlackRock, ils sont recrutés ailleurs. Ne vous faites pas de soucis pour eux. Hein. Et puis c'est des gens, si vous voulez, leur salaire c'est pas les nôtres, leur commission c'est pas les nôtres non plus. C'est un autre monde. Hein. Donc n'aie pas peur pour eux, Slide. Dédalus Corp, merci pour le follow. Pas s'inquiéter, si ça casse, on va repayer quand même. En fait, si tu veux, le plus important sur ces affaires financières, c'est que tant que ça ne concerne que des investisseurs privés, des fonds, et que les grandes institutions comme les banques ne sont pas concernées, en fait, ça pose pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé quand le Bitcoin, il y a 2-3 ans, a chuté massivement? Il s'est rien passé. Parce que les banques n'étaient pas encore dans le truc. Alors, je vais vous expliquer en 2 minutes les ingrédients pour qu'il y ait une grosse crise financière. Ok? Voilà ce qui se passe. En fait, le courtier, il prend ses pertes aussi en partie. Mais pour l'instant, je crois que si je dis pas de conneries, Melvin Capital, il a relevé des fonds. Donc, il n'est pas encore en faillite. Mais bon, à voir. D'où vient l'argent des hedge funds? De ses clients. Donc, ça peut être soit des banques, des gesteurs d'actifs, des investisseurs institutionnels, des assurances. Voilà, tout un tas d'investisseurs sur les marchés. Alors, les ingrédients, alors ne faites pas ça chez vous, ce cocktail. Les ingrédients pour qu'il y ait une énorme crise financière sont les suivants. Il faut qu'il y ait une bulle quelque part. Ça, c'est important.
Une ou plusieurs, hein, parce que tu peux en avoir plusieurs en même temps. Le problème des bulles, c'est qu'on sait que ça existe que quand ça éclate. Ça, c'est un peu le problème. Donc, on a des soucis là. Il faut qu'il y ait une bulle. Il faut qu'il y ait des prises de position très risquées. Ça, c'est le deuxième point. Donc, typiquement, les hedge funds, c'est leur truc, ça de prendre des prises de position risquées. Et il faut que ça apparaisse comme très peu risqué. Exemple, les subprimes et tous les produits dérivés des subprimes, ça paraissait comme pas du tout risqué, parce que ça rapporte beaucoup, qu'en plus le marché immobilier continue de monter, et tout le monde en veut. Du coup, ça s'auto-entretient, la bulle s'auto-entretient. Il faut un autre truc très intéressant, très important, il faut que les banques soient dans le coup. Alors les banques, elles peuvent être dans le coup de plusieurs manières. Soit elles-mêmes, elles ont le nez dedans, c'était un peu le cas, hein. Elles ont elles-mêmes à leur actif des titres de ce type-là, d'accord? Ou alors, en fait, elles ont prêté à des gens ou à des institutions financières, comme des hedge funds, pour que non seulement ils puissent prendre des positions risquées, mais qu'elles aient prêté de l'argent pour qu'ils prennent des positions risquées. Ce qui fait que là, le risque, il revient jusqu'à la banque. Vous voyez? C'est lié à Minsky, oui, il y a quelque chose comme ça, mais on va pas rentrer là-dedans. Et donc, ce qui fait que, au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé juste avant la crise de 2008, plus personne ne sait où est le risque. Plus personne ne sait qui détient quoi. Et vu que tout le monde en tient en même temps, si tu veux, tout le monde a intérêt à ce que ça continue de monter. Et alors là, si tu rajoutes là-dedans des crédits, et que forcément il y a des gens qui vont faire des défauts, et que ça retombe sur le bilan des banques, parce que c'est elles qui ont fait crédit à la base, alors là, mon petit pote, t'as ce qui s'est passé en 2008. Les principales banques mondiales, dont font partie la Société Générale, la BNP Paribas, etc., quand elles se cassent la gueule, tout se casse la gueule. Et là, c'est violent. Parce que c'est là où on remet la main au panier, nous. Là, putain, il faut que j'arrête de dire la main au panier. La main au portefeuille. J'ai déjà fait cette boulette en réunion. Main au portefeuille, main au portefeuille. Donc voilà l'idée. Ça, c'est les ingrédients pour faire un super cocktail qui est une crise financière. Et alors, vous rajoutez à ça une sophistication énorme. Désolé la vermine. Une sophistication énorme des produits financiers, parce que je vous ai parlé de produits dérivés, mais il peut y avoir des produits qui sont dérivés de dérivés. En cascade, d'accord? Vous intégrez dans vos produits d'autres produits dérivés. Et vous pouvez même aller encore plus loin. Vous pouvez aller monter au niveau 3. Des dérivés, dérivés, dérivés. Et là, ça devient presque une chanson, quoi. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il faut être honnête, il y a eu des régulations nouvelles, concrètement, après 2008, notamment en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'une nouvelle crise financière, bien au contraire. Inception des dérivés, c'est exactement ça. Puis tu rajoutes là-dedans des contrats d'assurance qui sont hyper compliqués, etc. Et tu arrives en fait à un moment où plus personne ne sait ce qu'il a dans les mains, quoi. Et là, c'est un problème. Donc une des questions, et alors ça souvent on me fait le reproche, on me dit oui, tu dis qu'il faut réguler, enfin tu dis qu'il faut en finir avec la finance, ça veut dire que tu penses que le capitalisme définanciarisé, c'est le bon capitalisme. Mais moi j'ai jamais dit ça. Tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement la finance qui domine la quasi-totalité des décisions qui sont prises. Dans une entreprise, est-ce que c'est vous qui décidez ce que vous faites? Non. C'est ceux qui détiennent des droits sur les revenus, c'est les actionnaires. Ils vont dire voilà ce que vous allez faire. Et votre manager, il met ça en avant. Vous, on vous demande pas votre avis, hein, les cocos. Enfin, moi, que vous ayez beaucoup de chance et que vous soyez dans une scope ou une ski, un truc comme ça, mais c'est pas ça qui se passe. Donc on est de fait soumis à ces impératifs-là de rentabilité financière, ce qui est une folie. Et il y a tout un tas d'éléments qui font que nos intérêts à nous, parfois, s'alignent avec les intérêts du coup des marchés financiers. Concrètement, on avait parlé dans un autre stream du système de retraite allemand. Quand vous privatisez en partie le système de retraite allemand, que vous le faites passer par capitalisation, et ben vos retraites elles dépendent maintenant du coup des cours en bourse. Donc forcément vos intérêts, même en tant que salarié ou travailleur, et ben de fait, ils sont liés aux intérêts de ceux qui doivent engranger beaucoup en bourse. Donc d'un seul coup, quand on vous demande dans votre boîte, bah écoute, si on augmente les salaires, eh ben, il va y avoir un problème derrière sur les cours. Nous, on est en concurrence. Et puis, du coup, ton fonds de pension qui gère, il va avoir des difficultés. Donc, ta retraite sera peut-être un peu moins élevée. Vous voyez que ça change le rapport de force. Hein, et pas vraiment au service du travail, mes chers amis. Là, beaucoup de questions à se poser. On dérive un peu, mais l'idée centrale est celle-là. Ça va à peu près tout ça? J'espère que c'était à peu près clair. Et que ça vous a donné des billes. Et que maintenant, vous comprenez ce qui s'est passé avec GameStop. Voilà. Capital is everywhere, bah oui. Capital, c'est... Capital. C'est un rapport social. C'est ça le capital. Donc voilà, en gros. Et bah écoutez, on était censé parler aussi du circuit du trésor, on va peut-être le faire après. Est-ce que ça vous convient si on fait une petite pause de 5 minutes?
Un mec te propose dans la rue des magouilles comme ça, tu le calcules même pas en fait. Ah ouais, mais non, mais complètement. Ça, c'est exactement ça. Si ça vous convient, je vais faire une petite pause de 5 minutes. Si, Geeky a une pause. Laissez-moi tranquille. 5 minutes et après, on parle un peu de ce dont on discutera avec Benjamin Lemoine lundi. Donc, si ça vous va, on fait comme ça. Ok, je vous laisse causer un tout petit coup en attendant. Regardez. Alors, merde, j'ai pas encore de scène pause. Donc, je vais mettre, tant pis, je vais mettre la scène waiting room. Mais non, t'inquiète, Guillaume, je reviens. Et ça, de toute façon, c'est enregistré. J'arrête l'enregistrement.